Entre 2005 et 2006, un homme va parcourir les sentiers de randonnée, pas pour prendre l'air frais, mais pour être sur son terrain de chasse. Il va être à la recherche de personnes pour les torturer, les mutiler et les tuer. Bienvenue malheureusement dans un film d'horreur devenu réalité. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, vous allez voir, mais alors là, c'est un pur film d'horreur slasher comme dans les années 80, sauf que malheureusement, c'est pas un film, c'est une histoire vraie. Avant toute chose, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider. Et puis en plus, parce que j'ai plein de vidéos que tu pourras regarder si tu t'ennuies. Bon allez, on part pour cette histoire terrifiante. C'est parti! Tout commence dans cette nouvelle histoire en Caroline du Nord, à Horseshoe. Nous sommes en 2007. Nous allons parler de randonnée et vous savez, en plus des risques d'ampoules aux pieds, de coups de soleil, de se perdre dans les sentiers ou de se faire des petites blessures avec des attaques d'animaux, on se dit toujours qu'à part tout ça, il y a peu de chances qu'on fasse partie justement des malchanceux qui vont tomber sur un tueur en série. Nous allons commencer avec John et Irene Bryant. C'est un couple de retraités de randonneurs qui sont passionnés de grands espaces. Ils vivent à Horseshoe, en Caroline du Nord. Ils ont 4 enfants. John Bryant était avocat pendant 24 ans. Ils ont vécu jusqu'en 90 dans leur ville de Cheney Teles et maintenant ils habitent à Horseshoe. Ils ont énormément de valeurs de vie et d'intégrité et adorent rendre service à leurs voisins. Ils sont donc très appréciés des gens, ils les aimaient et les connaissaient. Ils ont une vie de famille très épanouie et comme je vous le disais, ils adorent tous les deux faire de la randonnée. Amoureux de la nature et aimant passer du temps ensemble, quelle meilleure activité donc que faire de la randonnée pour être proche des animaux, des plantes et rester en bonne santé à marcher à l'air libre. Donc John et Irene, 80 et 84 ans respectivement, sont partis pour une randonnée le 21 octobre 2007. Ils sont à travers la forêt nationale de Pigache. Ils vont laisser leur Ford marron garé sur un parking. Et là, 2 semaines vont passer. On n'a plus de nouvelles d'eux. Les membres de la famille ont signalé leur disparition au bureau du shérif du comté de Henderson. En effet, lorsque leur fils, au bout d'un moment, n'avait plus de nouvelles, il a fini par alerter la police. Le shérif a rapidement lancé une recherche des Bryants, composée de plus de 30 bénévoles, 2 chiens renifleurs et d'hélicoptères. En examinant leurs enregistrements téléphoniques, on a appris que Irene Bryant avait tenté d'appeler le 911 et qu'au cours de l'appel, mais son appel, il a été interrompu. C'est horrible, imaginez-vous, cette pauvre femme, elle était en train d'appeler la police et ça a été interrompu. On imagine le pire. Le 10 novembre, l'équipe de recherche a localisé le corps d'une femme sur le sentier Barnett Branch, couvert de feuilles. Soupçonnant qu'il pourrait appartenir à Irene, ils ont envoyé le coroner du comté de Chapel Hill pour effectuer une autopsie. 3 jours plus tard, ça va être identifié comme étant celui d'Irene. Donc cela est désormais considéré comme un homicide perpétré sur les terres fédérales. Le FBI lance une enquête et va offrir une récompense de 10 000 $ à quiconque pourrait fournir des informations menant au tueur. Pendant ce temps-là, va être révélé que la carte bancaire des Bryant va être utilisée et va être retirée à un guichet 300 $. Les caméras de surveillance montrent un homme de race blanche, âgé, portant un imperméable jaune dont la capuche cache son visage. Pendant ce temps-là, John, le mari, est toujours considéré comme une personne disparue. A-t-il été enlevé ou est-ce lui qui a tué sa femme? Plusieurs mois plus tard, le 3 février 2008, malheureusement,
Mark Waldrop, un chasseur, a trouvé un crâne dans la forêt nationale de Nantahala, juste à côté d'une route de service forestière. Après avoir appelé l'adjoint local pour obtenir de l'aide, tous les deux ont enquêté sur la scène et après une inspection plus approfondie, ils ont retrouvé un bassin, une colonne vertébrale à 20 mètres du crâne. Il n'y avait aucun vêtement, pas de pièce d'identité. Après 2 jours, il a été positivement identifié comme étant celui de John Bryant. Maintenant que je vous ai parlé de ces 2 personnes, nous allons passer à une autre histoire. Ne soyez pas interloqués, c'est tout à fait normal. Vous allez voir que je vais vous raconter plusieurs histoires, mais qui vont en fait toutes correspondre. Passons à la deuxième histoire. Cheryl Dunlap. Le 3 décembre 2007, Cheryl Hodge Dunlap, 46 ans, habite à Crawfordville en Floride. Elle ne va pas se présenter à son travail d'infirmière. Considérant ce comportement comme inhabituel, ses collègues ont signalé sa disparition dès le lendemain. Après que sa voiture abandonnée, une Toyota Camry blanche, ait été retrouvée au nord de la limite du comté, environ 5 jours plus tard, une équipe de recherche d'environ 180 personnes vont s'organiser pour faire des recherches. Malheureusement, ils ne vont rien trouver. Le 16 décembre, Ronnie Renz, un chasseur qui traversait les bois de la forêt nationale d'Apalachicola avec ses chiens, a découvert le corps décapité et en décomposition d'une femme blanche. Bon, lui, le pauvre, il va immédiatement signaler cela à la police. Comme les autorités n'étaient pas sûres dès le départ que ce corps soit celui de Cheryl Dunlap, ils vont demander à un médecin légiste de faire un profilage ADN. Le profilage va matcher, c'est bien Cheryl Dunlap. Sa mort est donc un homicide. Les autorités vont annoncer qu'elles cherchent un camion vert suspect qui aurait été vu dans la région au moment de sa disparition. Ce camion était conduit par un homme qui aurait utilisé sa carte de crédit au guichet automatique 5 fois, retirant en tout 700 $. Au cours des jours qui vont suivre, beaucoup de témoignages vont aboutir au commissariat de police, dont certains concernant un étrange sans-abri avec un chien qui conduirait une camionnette verte Chevrolet Astro 2001. Mais cette piste n'aboutira pas. C'est à partir de cette époque que des rumeurs vont commencer à circuler selon lesquelles un SDF ou un délinquant en série, un tueur en série traînerait dans la région et enlèverait les gens qui font de la randonnée. Puis parlons de Meredith Emerson. Meredith Emerson est née à Charleston, en Caroline du Sud. Elle a grandi à Holly Springs, en Caroline du Nord. Elle sera même diplômée avec distinction de l'Université de Géorgie avec un baccalauréat en français. C'est une Américaine et elle aura son baccalauréat de français. Elle recevra même le prix Cecil Wilcox pour excellence en français. Elle pratique aussi les arts martiaux. Le jour du Nouvel An 2006, Meredith Hope Emerson, directrice des ventes âgée de 24 ans, a décidé de faire une randonnée le long du Freeman Trail sur Blood Mountain. Elle est accompagnée de son chien Ella et selon plusieurs témoins, ils ont observé un mystérieux homme âgé avec son propre chien qui la suivait. Le 3 janvier 2008, les autorités ont localisé sa Chevrolet Cavalier 95 dans laquelle ils ont trouvé divers objets tels que sa bouteille d'eau, la laisse de chien, une matraque de police. Mais toujours pas de nouvelles de Meredith Emerson. Une enquête plus approfondie sur le compagnon ce jour-là a révélé qu'il s'agissait de Gary Hilton. Rappelez-vous de ce nom, Gary Hilton, 61 ans. Depuis cette révélation, il a été annoncé comme une personne d'intérêt public dans l'affaire, la police demandant à tout le monde de le signaler s'il le croisait quelque part. Un jour après cette annonce, le chien d'Emerson, Ella, a été retrouvé errant dans le parking. Le chien n'est pas mort.
Le 5 janvier, les autorités ont retrouvé encore de nombreux objets appartenant à Emerson dans une benne à ordures près du parking de Quick Trip à Cumming. Ses vêtements sont ensanglantés, il y a son portefeuille, son permis de conduire, sa carte d'identité et une ceinture tachée de sang. Nous saurons plus tard que Meredith avait tenté en vain de se débattre, d'échapper à son ravisseur, d'user de multiples ruses pour s'échapper, se défendre. À aucun moment elle n'a cessé de combattre son agresseur et cela durant 3 jours. Ce sera 3 jours donc d'agonie, de torture, où à certains moments elle aurait presque eu le dessus sur son agresseur, mais malheureusement non. On saura que ce jour-là, Meredith Emerson fit demi-tour sur son sentier, que Gary Hilton attendait avec un couteau de style militaire. Il exigera sa carte bancaire et tout de suite, Emerson, elle va passer sur la défensive. Elle va saisir la lame avec ses propres mains et commencer la lutte. Il dira qu'elle ne s'arrêtera pas. Elle n'arrêtait pas de se battre et de crier en même temps. Il fallait que j'arrive à la faire taire et à la contrôler. Hilton a déclaré qu'il l'avait fait en la frappant, en lui crevant les yeux et même en lui cassant le nez. Hilton va ensuite lui demander le code de sa carte bancaire. Il va la placer, elle et son chien, dans sa camionnette et 3 jours durant, il va tenter de retirer de l'argent. Sauf qu'Emerson, elle n'est pas bête et elle ne lui donnera jamais le vrai code pour tenter de rester en vie le plus longtemps possible. Donc lui, il va aller au guichet, voir que le code n'est pas bon. Il reviendra, lui redemander le code, elle en donnera un autre pas bon. Il ira, ce ne sera pas bon et elle restera vivante ainsi 3 jours. Mais vous vous demandez, mais qui est cet horrible personnage Gary Hilton? Bon déjà, Hilton, rien à voir avec Paris Hilton, je vous le dis tout de suite. Gary Hilton est né le 26 novembre 1946 à Atlanta en Géorgie. Gary Michael Hilton, plus précisément. Comme bien souvent, il a eu une enfance triste et mouvementée. En 1959, à l'âge de 13 ans, il a tiré et blessé son beau-père qui, selon Gary lui-même, avait tapé sur sa mère. Cependant, l'homme qui était prêt à donner une autre chance à Gary n'a pas porté plainte. Au lieu de cela, il va l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. En tant que jeune adulte, plus tard, il rejoindra l'armée des États-Unis où il est devenu parachutiste. Mais en 1967, il deviendra schizophrène et aura plein d'épisodes schizophréniques. Il entendait des voix. Il sera donc renvoyé de l'armée. Durant sa vie, Gary sera marié 3 fois. Il va être arrêté pour plusieurs délits comme conduite en état d'ébriété, port d'armes sans permis, possession de produits illicites et j'en passe. Et des meilleurs, il y en a en tout 21. Gary a toujours aimé le plein air et il sortait avec son chien Dandy sur les sentiers de randonnée. Il va donc avoir plusieurs emplois, rater 3 mariages et il va se retrouver à Atlanta travaillant comme couvreur à l'âge de 54 ans. Son employeur dira même qu'il était prêt à l'aider puisqu'il va même lui fournir un logement en plus de son emploi. Mais son comportement va changer. Il va s'embrouiller avec ses collègues et il va même menacer son employeur. Au final, Gary Hilton va finir par perdre son emploi et donc la maison qui lui était allouée. Sans but, Gary Hilton a pris la route dans sa camionnette avec son chien Dandy, errant dans les parcs nationaux et commençant sa macabre occupation. Il va commencer par John et Irene Bryant, puis Cheryl Dunlap et Meredith Emerson. Vous comprenez donc pourquoi ces 3 histoires étaient liées. Heureusement, il va finir par se faire repérer dans le comté de DeKalb dans un parking quand il était justement en train de jeter toutes les affaires dans la benne à ordures. Alors qu'il était détenu dans la prison fédérale à Atlanta, on continuait toujours à chercher le corps d'Emerson, car oui, on ne l'avait toujours pas trouvé. Lors de l'examen de sa camionnette, la Chevrolet Astro 2001, ils vont remarquer qu'il manque une ceinture de sécurité à l'arrière. C'est celle qui avait été retrouvée dans la benne à ordures pleine de sang. En échange de l'abandon de la peine de mort contre lui,
Gary Hilton va accepter de révéler où est le corps d'Emerson. Il va conduire les enquêteurs à la zone forestière de Dawson. Malheureusement, elle avait été décapitée et le coroner a déterminé que cela avait été fait post-mortem dans le but d'empêcher l'identification du corps. Hilton donc a affirmé, comme je vous l'ai dit avant, qu'il l'avait enlevé pour voler ses cartes bancaires et qu'il l'aurait frappée à plusieurs reprises avec une matraque puisqu'elle ne donnait jamais le bon code. Il plaidera coupable de son meurtre et a été condamné à la réclusion à perpétuité après possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. En septembre 2009, un randonneur a trouvé des affaires de camping qui appartenaient à Gary Hilton, qui ont été remises aux autorités de Floride et qui ont été utilisées lors d'un deuxième procès. Environ un mois plus tard, les procureurs de Floride ont accusé Hilton du meurtre de Dunlap, affirmant que des preuves médico-légales le liaient au meurtre. Malgré tous ces efforts, Gary Hilton a été amené dans le comté de Léon depuis la prison d'État de Géorgie en juin 2008 pour attendre son procès pour le meurtre de Cheryl Dunlap. Lors de son procès, les procureurs ont affirmé que Hilton avait enlevé Dunlap de la zone géologique de Léon Kings et il l'a gardée captive pendant 2 jours avant de finalement la tuer et de décapiter son corps. Il va également tenter de se débarrasser de preuves éventuelles en brûlant sa tête et ses mains. Puis finalement, il jettera le corps dans la forêt. Après 4 heures de délibération, les jurys l'ont reconnu coupable de 3 chefs d'accusation sur 4, avec une recommandation d'imposer la peine de mort aux condamnés. Le 22 février 2011, il a été officiellement condamné à mort et envoyé dans le couloir de la mort en Floride. Il sera tout de même traduit une 3e fois en justice en 2012 pour les meurtres de John et Irene Bryant. Pourtant, d'autres histoires vont arriver sur le tapis. En effet, comme je vous l'ai dit, le Gary va être jugé pour ces 3 affaires, mais il y a des doutes sur d'autres meurtres, je vais vous en parler. Hilton a fait l'objet d'une enquête et reste suspect dans les meurtres suivants non résolus. Judith Smith, 51 ans, va disparaître le 7 septembre 1997. On va retrouver des ossements humains et ses objets personnels dans la forêt nationale de Pigache, éparpillés près d'un terrain de camping. Étant une randonneuse, cela fait encore un point commun. Bien qu'il ait été suggéré que Hilton l'avait peut-être assassiné, aucune preuve à l'appui n'a été trouvée. Ensuite, il y a Jason Knapp, 20 ans, étudiant de l'université de Clemson qui a disparu en 1998 à Table Road State Park. Il a été déclaré mort en 2018. Il y aura énormément de similitudes avec les crimes de Hilton pour ce cas également. Il y a aussi Rosanna Miliani, 24 ans, randonneuse de Miami en Floride, qui a été vue pour la dernière fois en compagnie d'un homme blanc plus âgé dans la soixantaine, en train d'acheter un sac à dos avec lui en 2005. Là aussi, on relèvera énormément de similitudes sur les autres meurtres de Gary Hilton. Il y a également Michael Scott, 27 ans, qui a disparu le 21 novembre 2007. Quelques semaines plus tard, ses restes démembrés ont été retrouvés par un pêcheur dans des sacs noirs dans une rivière. Détail horrible, sa tête n'aura jamais été localisée. Là aussi, il y a énormément de similitudes avec les meurtres de Gary Hilton. Malheureusement pour ces affaires, il ne sera jamais jugé parce qu'il n'y a pas assez de preuves. En 2018, croyez-le ou non, mais Gary Hilton a tenté en vain de faire annuler sa condamnation à mort, citant son équipe de défense comme dysfonctionnelle et inefficace. Genre, il va dire que ses avocats, ils sont nuls. Son appel a été rejeté par les autorités et heureusement, donc pour l'instant, Gary Hilton reste dans le couloir de la mort, dans l'attente. En tous les cas, soyez rassurés, il n'y a aucune possibilité de libération conditionnelle. Voilà, cette
horrible histoire, mais digne d'un film d'horreur slasher est finie. Mais dites-moi si vous connaissiez ce tueur en série là, le Gary, le randonneur, mais c'est horrible. Mais dites-moi aussi si comme moi, vous avez peur de vous promener tout seul en forêt. Bon, bah vous en conviendrez, cette fois-ci, on va laisser un emoji arbre, hein, puisque ça se passait dans les sentiers en forêt, ou si tu le trouves pas, tu m'en laisses un autre, parce que ça m'aide énormément à savoir qui regarde mes histoires jusqu'au bout et pour le référencement. Je voulais, comme toujours, vous remercier pour vos commentaires. Vous êtes adorables et parfois, mais on rigole vraiment bien. Si tu ne l'as pas encore fait, laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. D'ici la prochaine vidéo, mais prenez soin de vous. Pensez à regarder derrière vous si vous êtes en sentier de randonnée. Bye bye!